Basket aux pieds, vêtue d'un jogging, Elisa dévale la pente malmenée par les orages de la nuit. À chaque foulée, la peur de perdre l'équilibre sur le sentier boueux qui descend au lac. Hier soir, la discussion avec Loïc s'est terminée en éclats de voix. Cette fois encore, elle n'a pas trouvé les mots pour expliquer cette violence dans son ventre qui l'oblige à le repousser comme s'il la violait, et qu'ensuite elle regrette si amèrement. Arrivée sur les quais, elle frappe ses pieds embourbés et accélère sa course en direction du château de Chillon. Elle fonce tête baissée, harcelée par ses remords. L'air frais, qui fouette son visage, met ses nerfs à vif. À force de réfléchir, de ressasser son problème dans tous les sens, tout finit par se brouiller dans sa tête. À la hauteur du château, elle s'arrête pour reprendre son souffle, s'appuie sur le parapet et se penche sur les douves. Attirée vers le fond, elle est aussitôt prise de vertige. Sa tête tourne, son désespoir l'engloutit dans un gouffre de questions sans réponse. Elle hésite à faire demi-tour, à rentrer chez elle. Finalement, elle traverse le pont qui surplombe le fossé. Il est encore tôt, pas besoin de faire la file au guichet. Son billet à la main, elle se dirige vers l'intérieur de ce château qu'elle voit chaque jour de sa terrasse depuis qu'elle a emménagé avec Loïc sur les hauts de Montreux. Elle pénètre dans la première cour et descend dans les sous-sols. L'endroit est majestueux, semblable à une cathédrale avec ses voûtes en ogive nimbées de mystère dans la semi-obscurité. Un frisson la parcourt, l'impression d'entendre le bruit métallique de chaînes qui s'entrechoquent. L'histoire l'a toujours passionnée. Elle s'attarde au 5e pilier, là où Bonnivard, le plus célèbre prisonnier des lieux, croupissait dans le froid et l'humidité, jusqu'à ce que les Bernois viennent le délivrer. Son trouble, mêlé au miasme de ses profondeurs malsaines, l'incite à remonter au plus vite. En haut, où se trouvent les salles d'apparat, elle se dirige vers l'une de ces grandes pièces richement décorées. Elle s'imagine ce que devaient être les magnifiques fêtes, les fastueuses cérémonies et les gargantuesques banquets qui se tenaient en ces lieux au Moyen Âge. Elle s'assied dans l'embrasure d'une de ces grandes fenêtres, suit le bateau à aubes qui croise au pied de la forteresse, un de ceux qui donnent au Léman ce caractère à la fois si attachant et désuet. Elle regarde au loin les dents du Midi, encore enneigées, et sur la rive, la réserve des Grangettes, déjà aquarellée de vert printanier. Une toile de fond en contraste avec sa culpabilité, ses angoisses, qui reviennent l'assaillir en force. Lorsque le bateau accoste au port de Villeneuve, elle se secoue et balaye la pièce du regard. C'est alors qu'elle aperçoit le panneau de l'exposition en cours, La chasse aux sorcières en Suisse romande. Cet énoncé évoque cette terrible période de l'Inquisition menée au nom de la défense de la foi chrétienne. Un nombre incroyable de femmes accusées de sorcellerie ont été brûlées sur les bûchers à cause de leurs prétendues pratiques diaboliques. Elle voudrait la visiter, même si sa montre lui dit qu'il est tard. Lui rappelle que le frigidaire est vide et ne va pas se remplir tout seul. Pourquoi pas le resto? Idée géniale pour passer avec Loïc une bonne soirée et de retour à la maison, s'abandonner sous ses caresses. Dans la première salle sont exposés quantité d'objets et d'instruments de torture destinés à déchirer, à brûler les chairs, à pratiquer l'estrapade ou encore à briser les os. Et ce n'est là qu'une partie de la panoplie de ces gens d'église fanatiques et cruels. Quelle imagination pour faire avouer des crimes fantasmés à ces pauvres femmes et dire que ça se passait dans ce magnifique et paisible château médiéval que je vois chaque jour depuis chez moi. Dans la pièce suivante sont exposées des gravures et des tableaux d'un réalisme brutal sur lesquels elle ne s'attarde pas trop. Ils représentent sans équivoque ce qu'était la barbarie en ces temps-là. Elle ne peut en supporter davantage et se dirige vers la sortie. Sur son passage, un tableau l'interpelle et la fait revenir sur ses pas. L'œuvre représente une sorcière attachée à un poteau au centre d'un bûcher. La créature, vêtue d'une longue chemise blanche, n'a rien d'une sorcière possédée par Satan. Ni belle, ni laide, seuls ses cheveux rasés la distinguent d'une femme ordinaire. À travers son visage marqué d'une aussi grande lassitude que la sienne, s'établit une furtive connivence.
Sur sa gauche, un prêtre lui tend la croix du repentir, tandis que, sur sa droite, le bourreau, torche à la main, s'apprête à accomplir son œuvre. Devant cette scène, son ventre se noue. Alors qu'elle ne peut détourner son regard de cette femme, elle est soudainement transportée sur des montagnes russes d'émotions, dans un tourbillon de visions délirantes, bien trop rapide pour un arrêt sur image. Dans sa tête résonnent les injures de la foule mêlées aux cris de douleur de la femme. Il la transperce, la déchire au plus profond de son être. Elle se sent mal, vacille sur ses jambes, s'écroule. L'homme derrière elle la retient et lui évite la chute de justesse. « C'est mon jour de chance, une si jolie femme dans mes bras », croit-il plaisanter. À son contact, elle se débat furieusement, complètement terrorisée. « Lâchez-moi, lâchez-moi » hurle-t-elle sous le regard ébahi des quelques autres visiteurs. Paniquée, désorientée, elle se dégage avec sauvagerie comme si le diable en personne l'avait saisie. Sans un merci à celui sans lequel elle serait à terre, elle se lance dans une course effrénée le long des couloirs du château, telle une chauve-souris à la recherche de la sortie. À l'air frais, elle s'arrête, net. Le vent soulève de lourdes vagues sur le lac, des éclairs zèbrent le ciel, la pluie tombe à verse. Prise d'un haut-le-corps, elle vomit de toutes ses tripes et tend son visage à l'ondée pour calmer son affolement. Puis, d'un geste, elle remonte la capuche de son jogging et, sans plus attendre, s'élance au pas de course sur les quais pour retrouver le sentier qui monte à son domicile.